Penser la société, ça va être un cycle de rencontres autour des sciences sociales qui aura lieu tout au long de l'année. Il y aura 4 rencontres en tout. Et pour cette première, donc, on reçoit aujourd'hui Frédéric Giraud. Frédéric Giraud, vous êtes sociologue. Vous travaillez sur la sociologie de la culture et la sociologie de la famille et de l'enfance. Vous êtes également maîtresse de conférences. Vous donnez des cours à l'Université Paris-Descartes à Paris. Et notamment un cours de pratique culturelle que j'avais pu suivre l'an dernier. Et vous êtes également membre du service qui est le centre de recherche sur les liens sociaux et membre associé au centre Max Weber qui est un laboratoire de sociologie basé à Lyon. Tout à fait. Donc si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour présenter Enfance de classe. Donc Enfance de classe, c'est ce gros livre qui a été dirigé par Bernard Lahire, qui est sorti il y a environ un an, puisque c'était fin août 2019. Tout à fait. Donc voilà, ça a été initié, coordonné par Bernard Lahire, mais c'est un travail collectif. Vous avez été 17 sociologues à mener la recherche, et vous avez étudié le cas de 35 jeunes enfants. C'est ça. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment a commencé le livre, en fait la genèse du livre? Comment est venue l'idée de travailler sur ces questions et combien de temps a duré le travail de recherche et comment vous avez pu mener un travail de recherche à 17 et en habitant et en travaillant aux 4 coins de la France? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors, Enfance de classe, c'est effectivement un ouvrage qui est paru il y a un petit peu plus d'un an maintenant et qui s'intéresse aux enfants de 5-6 ans, des enfants qui sont scolarisés en grande section de maternelle. Et l'ouvrage, qui fait à peu près 1200 pages, essaye de donner à voir comment on vit en France à 5 ou 6 ans, dans tous les coins de la France, dans les classes sociales supérieures, dans la bourgeoisie, mais aussi chez les personnes les plus précaires. Et comme vous le disiez, c'est un travail de recherche collectif, à savoir que depuis la genèse de l'enquête, c'est-à-dire depuis l'envie de faire cette enquête jusqu'à sa publication, on a été 17 sociologues aux manettes. Alors avec Bernard Lahire comme tête de pont, comme chef de file qui nous a rassemblés autour de ce projet. Mais travail collectif, ça veut dire que depuis en fait 2014-2015, au moment où a commencé vraiment l'idée de faire cette enquête, on a fait des réunions, on s'est parlé, on a discuté, on s'est disputé aussi. Voilà. Donc faire un travail de recherche à 17, ça suppose faire des réunions. Donc par exemple, pour arriver à ce livre-là, il y a 12 réunions réunissant les 17 sociologues, plus plein de réunions réunissant des équipes de travail localisées autour de sous-thèmes. Voilà, c'est, je dirais, 2000 échanges de mails, c'est des coups de fil à n'en plus finir, c'est des débats, des disputes sur comment on analyse tel cas, mais aussi bien en amont, comment on étudie en fait les inégalités chez des enfants de 5-6 ans, avant même en fait que l'école sanctifie quelque chose comme un niveau scolaire. Est-ce que ça avait du sens de faire une enquête chez les enfants qui étaient en grande section maternelle? On s'est déjà beaucoup questionné là-dessus, c'est-à-dire qu'on prend des enfants avant même que l'école soit réellement obligatoire. Au moment où on a commencé l'enquête, l'école n'était pas obligatoire à l'âge de 3 ans comme c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, le pari, c'était vraiment de prendre des enfants avant la grande école, en grande section de maternelle, parce qu'il n'y avait au fait aucune enquête de sociologie sur les tout petits. Alors 5-6 ans, c'est pas les tout petits. D'autres sociologues ont depuis étudié les enfants à la crèche, parce qu'il va s'y jouer aussi plein de choses. Mais l'idée, c'était aussi là de cerner des enfants qui étaient en quelque sorte dans l'introduction de l'école, juste l'année avant ce qui devient vraiment important pour les parents, en essayant de se demander est-ce que l'école maternelle, la grande section, c'est une étape importante? Pour qui? Pourquoi? Comment? Et est-ce qu'il n'y a que les enfants de classe supérieure pour qui c'est un véritable enjeu, ou est-ce que ça l'est pour les autres? Et qu'est-ce qu'on voit chez des enfants de grande section de maternelle? Est-ce qu'on voit déjà des différences de niveau entre enfants? Alors la réponse est malheureusement oui, elles sont incommensurables. Et si on les voit si cristallisées à 5-6 ans, c'est qu'en fait elles commencent à se constituer dès la naissance et qu'elles prennent leur source dans un certain nombre de terreaux
conditions matérielles. Ouais, justement, en fait, quand je vais un peu indiquer comment se structure le livre, déjà ça va aider à comprendre, mais le livre il est structuré en 3 parties. Il y a une partie d'introduction, une partie de conclusion, mais la partie la plus massive, en fait, c'est la deuxième, qui elle-même est en 3 sections par classe sociale, en fait. Classe populaire, classe moyenne, classe supérieure. Et à l'intérieur de chacune de ces classes, chacun des chapitres va correspondre à un enfant, un cas étudié. Et vous partez, en fait, vous avez fait le choix de partir du plus pauvre au moins pauvre ou au plus riche selon les cas, et de balayer tout le champ social comme ça, par une espèce de systématie. Et en fait, quand on lit chaque chapitre qui est consacré à chaque enfant, on se rend compte qu'il y avait derrière tout un protocole qui était mis en place parce que ils sont tous structurés de la même manière. Vous abordez point par point toujours les mêmes questions et vraiment de manière très minutieuse et très précise. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous vous étiez dit que vous alliez aborder dans les enquêtes auprès des enfants et quelle était en fait la méthode d'enquête pour réaliser ça? Alors, en fait, c'est tout à fait en lien avec la question d'avant, c'est que qui dit travail collectif dit véritablement enquête collective. C'est-à-dire que depuis le début de l'enquête, on a tout conçu ensemble, les grilles d'entretien, les grilles d'observation, le questionnement, tout à fait l'objet d'un travail, d'une réflexion collective. Également le choix des familles enquêtées, puis la sélection des enfants qui allaient être dans l'ouvrage. Donc, l'enquête, elle a été menée sur 35 enfants, plus quelques-uns en fait qui n'ont pas pu aboutir pour des raisons que je pourrais expliquer plus tard. Dans l'ouvrage, il n'y en a finalement que 18 pour des questions de place. Et le choix, c'était de tourner l'enquête et de présenter l'ouvrage à travers des monographies individuelles, des cas très détaillés. Chaque cas fait quasiment 80 000 signes dans mon souvenir, donc ça fait une trentaine de pages par enfant. L'idée, c'était de raisonner à partir de cas, mais de manière générique, c'est-à-dire que chacun des cas s'inscrit dans une classe sociale et plus précisément dans une fraction de classe, c'est-à-dire que ce qui nous importait, c'était de donner à voir la condition socio-historique de ces enfants de grande section de maternelle dans chacune des classes sociales et au sein des fractions de classe. Donc dans les classes bourgeoises, est-ce que c'est la même chose ? Et la réponse est évidemment non, que d'être la fille d'un écrivain relativement légitime dans l'espace littéraire français, donc avec des parents, une mère qui est prof de philo, un père écrivain reconnu, donc fraction culturelle des classes bourgeoises avec du capital culturel éminemment, 5 000 € net de revenus à deux par exemple, et de l'autre côté, quand on s'appelle Valentine, qu'on est la fille de très grands cadres d'entreprise, ou quand on est la fille d'un patron de brasserie qui possède 12 brasseries à Paris, qu'on est du côté du capital économique, est-ce que ça donne les mêmes conditions de vie, alors même qu'on est dans les classes supérieures? L'idée, c'était justement, en ventilant la nature du capital plutôt économique ou plutôt culturel, et le volume, est-ce qu'on en a plus ou moins, de montrer ce que ça produisait sur des enfants. D'où l'idée en fait de raisonner par cas, c'est-à-dire de donner à voir dans chacun des cas les mêmes choses. Donc partir de l'explication de qui sont les parents de cet enfant et progressivement en fait de tourner autour de l'enfant pour donner à voir le niveau de diplôme des parents, le niveau de diplôme des grands-parents, le niveau de diplôme des arrière-grands-parents, les frères et sœurs des parents, les conditions scolaires des frères et sœurs de l'enfant en question. Et après, l'habitat, est-ce qu'il y a des résidences secondaires, est-ce qu'il y a du patrimoine, est-ce qu'on part en vacances ou pas, comment est la chambre de l'enfant, est-ce qu'il a une chambre individuelle, est-ce qu'il a dans cette chambre des livres, si oui, ils sont rangés comment on mange, qu'est-ce qu'on pratique comme activité culturelle, activité de loisirs. Et l'idée, c'était vraiment que, comme on travaillait collectivement, il fallait qu'on suive le même protocole. Donc les mêmes grilles d'entretien, les mêmes grilles d'observation, mais aussi les mêmes consignes formelles d'écriture pour pouvoir comparer ces enfants entre eux, pour donner à voir les inégalités et rendre compte des différences, des écarts entre ces enfants, entre Valentine qui est, dans mon souvenir, la fillette de l'enquête la plus culturellement la plus épanouie, la plus riche culturellement, et des enfants comme Achan ou Balkis, très précaires. Balkis étant une petite fille qui vit dans une voiture pendant l'enquête avec son père, ils sont 3 à vivre dans une voiture en permanence.
Et donc on a des écarts comme ça abyssaux. Et en écrivant les cas de la même manière, c'est-à-dire en suivant les mêmes étapes, ça permettait de mettre sous les yeux ces inégalités. Et l'objectif, c'était vraiment ça, c'était dire qu'il y a des inégalités, c'est quelque chose qui semble un petit peu redondant, tout le monde le sait, oui, il y a des inégalités, mais l'objectif, c'était vraiment de les montrer, de les donner à voir pour essayer de faire une espèce de choc sensible pour le lecteur, en disant concrètement, c'est quoi ces inégalités et ça veut dire quoi être un enfant pauvre en France aujourd'hui, quoi. Et ça marche très bien, effectivement, c'est cette manière d'écriture. Ça donne aux lecteurs à sentir les choses et en fait on comprend que la sociologie c'est pas juste manier des grands concepts, mais c'est commencer par parler du corps des gens, de la matière, de qu'est-ce qu'ils font au quotidien, tous les jours, les petites choses concrètes et c'est de là que va découler du sens en fait, mais ça part de ces choses-là. Alors, pas forcément toute la sociologie, mais en tout cas la sociologie qui nous réunit, nous 17 chercheurs, c'était vraiment ça. C'est ce qu'on appelle une sociologie qui est attentive aux socialisations, c'est-à-dire une sociologie qui est attentive à la manière dont les conditions matérielles d'existence, conditions matérielles, symboliques, culturelles, elles sont intériorisées par les individus et elles façonnent des corps, des langages, des rapports au monde, des possibles. Est-ce qu'à 5 ans, l'enfant, il y a une petite fille dans l'enquête qui, lorsqu'elle va faire les courses avec sa maman, elle repère tout ce qui est zéro. Regarde maman, là c'est 0 €, on peut acheter. 0, quelque chose. Donc, cette petite fille, elle a ce rapport-là au monde social, c'est-à-dire que dans un centre commercial, dans un supermarché, elle sait qu'elle doit, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose, repérer ce qui fait 0 €. Donc la petite fille donc elle est en grande section maternelle, elle ne connaît pas vraiment les chiffres, mais elle sait 0 € ce que c'est, et elle sait du coup que ça c'est accessible. À l'inverse, dans l'enquête, vous avez Valentine. Dans sa chambre, il y a des posters de l'Opéra de Paris, parce que ses parents sont mécènes de l'Opéra de Paris, que ses parents vont 3 fois par semaine dans des lieux de la haute culture française, très légitime, qu'elle va aussi manger au Racing Club de France tous les samedis avec ses grands-parents. Valentine a 5 ans, Balkis a 5 ans aussi, mais il y a des différences de 1 à 10 000 dans leurs conditions d'existence. Oui, et on voit en fait sur plusieurs points au fil du livre que justement il y a des manières d'exister qui diffèrent complètement d'une classe à l'autre et d'un type d'éducation à l'autre. Et par exemple, vous parliez du rapport à l'argent et que effectivement les enfants qui vivent dans des situations les plus précaires vont rapidement acquérir un savoir pratique en fait de la vie, par exemple le sens de l'argent, tandis que d'autres enfants vont être plus longtemps insouciants, qui vont pouvoir plus longtemps faire des jeux, être enfants plus longtemps et qu'on va les pousser en fait peut-être vers plus d'acquisition de vocabulaire, des jeux éducatifs, ce qui les amènera peut-être à un goût pour ce qui est plus intellectuel en fait. Alors il y a vraiment effectivement ce qu'on va appeler des pratiques éducatives différenciées. Alors notamment pratiques éducatives différenciées vis-à-vis de l'argent. Alors effectivement il y a des enfants qui à 5 ans savent ce que c'est de l'argent et ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'argent. Alors je vous évoquais le cas de cette petite fille qui sait regarder ce que c'est 0 €, mais elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'argent de poche, contrairement à certains enfants de l'enquête. Il y a d'autres enfants qui savent qu'ils ont un livret d'épargne, qui savent que leurs parents leur donnent de l'argent de poche toutes les semaines, et même s'ils n'ont pas virtuellement dans leur tirelire dans la chambre, ils peuvent interroger leurs parents pour j'ai combien sur mon livret et est-ce que je peux m'acheter ça? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui à 5 ans sont capables, parce qu'ils ont les conditions matérielles de possibilité, sont capables de faire des calculs. Alors si je fais des économies avec mon frère, on va pouvoir s'acheter tel jeu qui vaut 100 € parce que papy et mamie nous ont donné de l'argent pour l'anniversaire et donc on met de côté, on épargne. Donc il y a aussi tout un rapport au temps qui se donne à voir chez certains enfants. Ils économisent, ils se disent Noël plus un anniversaire ça va faire tant, je pourrais m'acheter ça. Donc il y a des enfants qui sont mis en état de faire des calculs, de faire de penser le temps et ce que ça va donner comme capacité. Il y en a d'autres qui vivent au jour le jour et qui, quand ils ont à manger déjà le soir, c'est bien. Donc je ne suis pas là pour tirer les larmes, mais c'est vrai qu'on a 4 enfants dans l'enquête qui sont extrêmement précaires, qui n'ont pas à manger tous les soirs, qui n'ont pas les moyens de prendre de douche, qui bénéficient de l'accueil dans l'école parce que c'est une école militante et à Lille, une des petites filles a accès au sanitaire de l'école pour se laver.
Mais ce qui n'empêche que ses vêtements ne sont pas lavés et du coup, cette petite fille, elle sent mauvais. C'est-à-dire que quand elle arrive à l'école, les camarades vont dire « Ah non, je ne veux pas me mettre à côté d'elle parce que quand même, quoi. » Donc c'est aussi ça. C'est avant en fait de mettre en œuvre des pratiques éducatives, il y a aussi tout ce terreau des conditions matérielles qui font qu'il y a des enfants qui sont encore des enfants, comme vous disiez, qui peuvent jouer, qui ont des livres, des jeux, qui ont du temps pour être enfants. Et il y a des enfants qui ne sont plus déjà des enfants parce qu'ils savent qu'ils sont en foyer jusqu'à dans 2 jours, mais que dans 2 jours, ils ne seront plus en foyer et que pour aller à l'école, il va falloir faire 1 heure de trajet. Et voilà, c'est des enfants qui sont mis en position d'être déjà des petits adultes parce qu'ils n'ont pas le loisir de prendre du temps pour eux. Ils n'ont pas de chambre. Il y a des enfants dans l'enquête qui vivent, qui dorment dans la chambre avec leurs parents parce qu'ils ont une chambre dans un foyer, c'est tout. Donc il y a vraiment, il y a déjà, est-ce qu'on a le temps d'être encore enfant à 5 ans ou pas? Et puis après, il y a ceux qui peuvent être des mini-adultes dans le sens où ils vont mettre en œuvre des stratégies de rationalisation. Ça, c'est dans les classes supérieures, où justement il y a ce rapport différé au plaisir. Ce rapport différé au plaisir que certains apprennent parce que leurs parents leur disent « Non, n'achète pas une babiole. Avec ton argent, tu pourras te payer ça. » Donc on diffère le plaisir immédiat en se disant que plus tard on pourra avoir autre chose. En quelque sorte, c'est des mini-entrepreneurs qui apprennent l'investissement, quoi. C'est comme s'ils achetaient une résidence secondaire à la hauteur d'enfant. Ils achètent un jeu de société plus gros parce qu'ils ont su économiser. Voilà. Donc ça, c'est le rapport à l'argent, mais dans tous les domaines de pratique qu'on a pu analyser, les pratiques culturelles, l'alimentation, le loisir, les habits, on avait ces différences abyssales entre enfants, entre ceux qui étaient déjà enfants et ceux qui n'étaient plus, que ça soit vers le haut ou vers le bas. Ouais. On voit par exemple au niveau de l'éducation que les parents des classes moyennes auraient plutôt tendance à privilégier l'épanouissement personnel de leurs enfants. C'est-à-dire que c'est très bien d'être bon à l'école, mais c'est aussi important de se faire des amis, d'être quelqu'un de sociable, d'être curieux, de bien vivre le temps en classe. Et que dans les classes supérieures, par contre, on va quand même plus directement se concentrer sur la dimension compétitive qu'il peut y avoir à l'école et en dehors de l'école aussi, en fait. Alors effectivement, on voit ce genre de balisage. Alors déjà, je commencerai par dire que l'école, même si on est en maternelle et même si on n'est que en grande section, c'est plus un jeu d'enfant, ou ce n'est pas qu'un jeu à hauteur d'enfant. Au sens où la grande section maternelle, c'est déjà important, parce qu'on commence à apprendre à lire, on commence à apprendre à écrire. Il y a des parents qui mettent en œuvre déjà des stratégies pour prendre de l'avance, pour ne pas trop perdre de temps. Donc voilà, la maternelle, c'est déjà important. Et effectivement... Par exemple, on voit Valentine, du coup celle qui arrive vraiment à la fin des classes supérieures, il y a un passage qui m'a vraiment marqué parce qu'on comprend que donc, ses parents ont une télé chez eux, les enfants, Valentine et son grand-père, ont le droit occasionnellement de regarder un dessin animé choisi en DVD, par exemple un Disney, mais il n'y aura que le premier visionnage qui sera en français, et à partir du second, ça va être systématiquement en anglais, pour que en fait, ils commencent à être familiarisés avec la langue anglaise, et du coup de gagner un peu d'avance sur une langue qui peut servir internationalement dans le cadre professionnel, etc. Alors il y a ce choix-là chez la famille de Valentine, on trie, on filtre l'accès à la télévision. Dans la famille de Lucie, la petite fille qui est fille d'un écrivain et d'une prof de philo, l'accès à la télévision est extrêmement réglementé parce que c'est le père qui choisit systématiquement en médiathèque le bon film chez le bon éditeur. Il y a un tri des références culturelles que l'on donne et on dénigre les autres, c'est-à-dire qu'on ne regardera jamais un Disney, surtout pas La Reine des Neiges, parce que c'est quelque chose qu'on exècre et on montre à la petite fille pourquoi c'est affreux La Reine des Neiges, etc., du point de vue des références culturelles du père. Dans la famille de Mathilde, qui est la fraction supérieure des classes moyennes, c'est 2 parents inspecteurs de la consommation et des fraudes. Il y a encore une télé dans le salon quand je commence l'enquête, mais tout de suite la mère me dit bon là la télé de toute manière on va l'enlever parce que ça prend trop de place, c'est trop voyant, etc. Donc il y a la volonté une bonne volonté culturelle qui fait que la télé, qui est un outil de loisir, de consommation, qui fait peut-être trop populaire, on va le mettre dans la chambre. Et même s'il y a une télé chez Mathilde, encore quand je fais l'enquête, donc elle est vouée à disparaître et à être cachée dans la chambre des parents, mais surtout, elle n'est à usage très réglementé, c'est-à-dire c'est un film partagé le dimanche soir
en famille, et c'est pas n'importe quel film, c'est aussi des classiques choisis en médiathèque par la mère, qui fait un tri ultra sélectif. Donc ça va être que des classiques, La Grande Vadrouille, ça va être un Chaplin, voilà, pour des enfants de 5-6 ans. Et les enfants de 5-6 ans ne choisiront pas le film du dimanche soir, même si, tolérance ultime, il y a quand même une pizza tous ensemble. Et du coup, l'usage de la télé est vraiment très différent. Dans certaines familles, chez la famille du patron, le père qui est patron de brasserie, pendant les entretiens, il y a MTV sur la télé en boucle. On n'est pas dans la même, on est dans la même zone en termes de classe sociale, les classes supérieures, mais on n'est pas du tout dans le même rapport à la culture. C'est-à-dire que jamais la télé sera allumée chez les autres familles. Ça pose plusieurs questions intéressantes, ce que vous dites. Et déjà, est-ce que pour commencer, vous pourriez simplement situer un peu culture légitime, culture illégitime, pour qu'on commence sur ces bases-là? Oui, alors, du coup, en sociologie, on a coutume de considérer que les pratiques légitimes sont celles des groupes dominants en termes de référents culturels, et les groupes dominants sont ceux qui vont pouvoir donner leur légitimité à des référents culturels. Et par exemple, si on prend les produits culturels pour enfants, l'exemple que je prenais juste avant, du point de vue des personnes qui sont dotées de niveaux de diplôme élevés ou qui sont dotées de capitaux culturels, c'est comme ça qu'on va pouvoir le dire, on va considérer comme étant légitimes des livres, par exemple de l'école des loisirs, qui sont très prisés des enseignants, qui vont constituer des référents culturels. Et alors notamment, Claude Ponty, c'est l'auteur préféré des classes supérieures et des classes moyennes à capital culturel. Parce que c'est un auteur qui va jouer sur l'ironie, sur les jeux de mots. Les titres même des ouvrages de Claude Ponty, les albums, jouent sur les mots en permanence. Blaise et le château d'Anne Iversaire, Okilélé étant le prénom d'un enfant, O-K-I-L-E-L-E, Okilélé, voilà, l'enfant s'appelle comme ça. On voit bien que quand on fait lire cet ouvrage à son enfant, on lui fait lire du texte qui ne veut pas dire ce qu'il veut dire à première vue. C'est-à-dire que l'enfant est obligé, dès l'âge de 5 ans, quand on lui fait lire, de décoder. C'est-à-dire, Okilélé, ça ne s'écrit pas comme ça, mais quand on le lit à l'oral, ça veut dire ça. Donc il y a toute une espèce de jeu entre ce qu'on lit, ce qu'on entend, entre ce que va dessiner l'image. Et quand je dis que Claude Ponty, c'est l'auteur préféré des classes supérieures, c'est-à-dire que c'est quelque chose que les enfants vont aussi retrouver à l'école. Donc certains enfants ont accès chez eux au quotidien et sont amenés à développer le goût pour des référents culturels qu'ils vont retrouver à l'école. Et ces référents culturels qu'on retrouve à l'école sont les plus légitimes. Pourquoi légitimes? Parce que du coup, ils sont certifiés par l'école. L'enseignant, lorsqu'il fait découvrir un album en grande section maternelle, généralement, l'apprentissage en grande section maternelle s'organise autour de la découverte d'albums, albums qu'on étudie ou lectures offertes. On se sert d'albums d'école des loisirs ou du Père Castor, donc des référents légitimes parce que sanctifiés par l'école. Et quand vous avez des enfants qui au quotidien ont ça chez eux, qui ont par exemple parfois une bibliothèque uniquement constituée de ces référents culturels légitimes, on peut considérer que ces enfants sont déjà à la maison des élèves. Ils ont déjà appris à la maison à se comporter comme des élèves. Et quand ils arrivent à l'école, l'album ne les dépayse pas, ils le connaissent déjà, ils peuvent raconter la suite de l'histoire, ils sont familiers de la manière dont écrit l'auteur. Donc c'est déjà des quasi-élèves quand ils arrivent à l'école. Et parfois, ils vont même plus loin que l'enseignant sur certains points, parce qu'ils ont toute la collection des Claude Ponty, ou ce genre de choses. Donc certains référents culturels, Claude Ponty, c'est vraiment le top du top, parce que ça va initier un certain rapport au langage, au jeu sur les mots, au jeu de mots, à l'ironie, à l'intertextualité. Blaise et le château d'anniversaire, la dernière page du livre, c'est vous êtes, au bout de 7 jours, le gâteau d'Anne Iversaire est fait, et vous êtes dans une espèce devant le gâteau, et vous avez plein de personnages qui sont dessinés par Claude Ponty, qui sont des personnages qui ne sont pas des personnages Claude Ponty. Vous avez des petites souris, vous avez Casper, vous avez Petit ours brun, c'est-à-dire que vous avez plein de référents culturels que l'enfant peut se mettre à décoder. Il y a Charlie Chaplin, il y a Betty Boop, c'est-à-dire que l'enfant en grande section, quand il ouvre ça à la maison, il va être amené à se faire raconter par un adulte tous ces référents culturels qui sont déjà là et qu'il peut être amené à connaître précisément parce qu'il les voit ici.
Donc ça, c'est des référents culturels légitimes en quelque sorte. À l'inverse, les référents culturels non légitimes, ça va être tout ce qui va être généralement appelé par certains des livres médicaments. C'est le livre à but explicite. Choupi va sur le pot, Choupi va rendre visite à sa grand-mère à l'hôpital. Ce sont des livres avec un objectif et une pédagogie très directe. Le message est clair, il y a une visée principale de l'album. On parle peut-être même pas d'album en quelque sorte quand on a de Choupi en médiathèque. On n'a peut-être même pas de Choupi à la médiathèque parce que ça fait pas partie de l'album qui est beau à regarder, qu'on préfère, etc. Et tandis que certains enfants n'ont accès chez eux qu'à 2-3 livres comme Choupi, Petit ours brun, d'autres ont toute l'école des loisirs, sont abonnés à l'école des loisirs par l'école, etc. Donc il y a des enfants qui ont que des référents culturels illégitimes parce que non valorisés à l'école, et d'autres qui ont au contraire tous les référents culturels légitimes. Et en fait, ça paraît évident que dans les classes supérieures, on ne fasse appel qu'à de la culture légitime et dans les classes populaires illégitimes, mais on se rend compte en lisant le livre que c'est bien plus compliqué que ça. Parce que donc dans chaque partie, sur une classe sociale, plusieurs enfants et donc plusieurs familles sont rencontrés, et on voit qu'à l'intérieur d'une même classe sociale, il y a des réalités totalement différentes. Et qu'en fait, une classe sociale, c'est pas juste un gros magma homogène avec des gens tous pareils à l'intérieur, mais qu'il peut y avoir non seulement des questions de revenus très différentes, mais en plus des questions de pratiques culturelles et de manières d'exister totalement différentes. Alors effectivement, on a structuré l'ouvrage en 3 classes sociales, c'est-à-dire qu'on a présenté les cas des classes populaires, 6 enfants des classes populaires, 6 enfants des classes moyennes, 6 enfants des classes supérieures, avec l'idée que être enfant de classe moyenne, ça ne veut rien dire, être enfant de classe supérieure, ça ne veut rien dire, au sens où il faut aller raffiner et regarder quelles sont les propriétés sociales des parents, mais aussi des grands-parents et des frères et sœurs des parents qui font un quotidien et des références culturelles présentes ou pas chez l'enfant. Et on peut être très bien enfant de classe supérieure, sans capitaux culturels, et n'avoir que du capital économique. Et il y a des familles de classe supérieure à capital économique qu'on a rencontrées, qui n'avaient pas de bibliothèque chez eux, et qui considéraient que c'était pas du tout un drame, alors que dans d'autres espaces, c'était... le livre déborde de partout. Dans la famille de Lucie, donc le père est romancier légitime, donc dans une maison d'édition légitime, le livre est partout. Le livre déborde, c'est-à-dire qu'il y a des piles de livres partout. Tous les jours, le père reçoit des livres dans la boîte aux lettres. Le père a écrit des livres sur ses filles, où les filles sont les héroïnes du roman. Les enfants, les 2 filles de la fratrie ont voulu elles-mêmes écrire des livres, donc le livre est partout, en pile, en tas, enfin de partout, ça déborde. Dans d'autres familles des classes supérieures, une famille que j'ai rencontrée, la famille d'Alicia, la famille a déménagé, a fait construire une maison. La maison est construite depuis plusieurs mois quand j'arrive chez les parents, et les livres sont toujours dans un carton dans le garage. Et vu l'organisation du salon, on n'est pas prêt d'avoir une bibliothèque dans le salon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour mettre une bibliothèque. Et donc les livres sont dans un carton et ça va très bien. Et quand je demande, parce qu'on avait par exemple des questions comme ça, quel est le livre préféré de votre enfant, la mère est quasiment incapable de me répondre. C'est-à-dire qu'elle doit se lever, aller dans la chambre de sa fille et me dire « Ah, ça doit être Choupi quelque chose ». Alors que dans d'autres familles, quand je pose la question quel est le livre préféré de votre enfant, les parents répondent, savent exactement ce que c'est, et puis vont chercher toute une pile qui m'amène en montrant voilà, c'est cela. Donc, classe supérieure, en soi, ça veut rien dire, il faut vraiment être attentif à ce qui différencie les conditions d'existence, et on peut très bien être dans les classes supérieures sans avoir de livres, et inversement, on peut être dans les classes populaires en ayant des livres, à la hauteur de ses moyens, et quand on n'a pas de moyens, on va en bibliothèque, on en emprunte, et l'enfant peut avoir plus de références culturelles dans les classes populaires qu'il n'en a dans les classes supérieures. Donc l'idée de l'ouvrage était vraiment en mettant, alors c'est peu 6 cas par classe sociale, mais en donnant à voir dans le détail ce qu'était la condition de vie de ces 6 enfants par classe sociale, de donner à voir la complexité et la diversité de ces conditions sociales d'existence. Et comment vous avez fait pour décider, telle famille
Parce que des fois, la limite est floue entre le haut d'une classe sociale et le bas d'une autre. Et de décider, celle-là sera plutôt en haut des classes moyennes, celle-là en bas des classes supérieures. J'imagine que vous aviez plusieurs critères pour déterminer ça. Alors déjà, ça c'est des disputes. C'est-à-dire qu'on a vraiment passé des heures et des heures à 17 à réfléchir à partir de nos 35 cas et à les positionner. Le problème, c'est que positionner quelqu'un dans un groupe social, c'est pas à partir d'un seul critère. Il y a les critères économiques, il y a les critères culturels, mais il y a aussi, dans certains domaines de pratique, on a un rapport de classe supérieure à la pratique, donc par exemple dans le sport, mais dans les pratiques alimentaires et vestimentaires, on a un rapport plus populaire à la pratique. Pourquoi ? Parce que les couples sont pas forcément homogames, c'est-à-dire que le père et la mère ne viennent pas de la même classe sociale. Le père a pu faire une ascension sociale, la mère une descension sociale, et du coup dans le rapprochement des couples, ça crée des choses qui sont pas uniformes en termes de position sociale de classe. Est-ce que vous pourriez rapidement donner un exemple de ça ? Quelque chose que vous avez pu vous observer ? Alors, par exemple, la famille d'Alexei, qui est une famille, alors le papa d'Alexei est d'origine russe, c'est un ancien coureur marathonien, compétition, etc., qui, au moment de l'enquête, livre des repas à domicile pour des personnes âgées et est jardinier. Donc il a voilà 2 petits boulots en fait. Et la maman est prof des écoles, mais professeure des écoles au moment où je la rencontre en congé parental, parce qu'elle vient d'avoir son 4e enfant et qu'elle l'allaite et qu'elle veut prendre du temps pour sa famille. On évoquait tout à l'heure le cas de la compétition. La famille d'Alexei, c'est typiquement une famille où ils veulent prendre du temps pour les enfants et inciter les enfants à être heureux comme enfants. C'est-à-dire le bien-être des enfants est principal et on n'est pas dans le jeu de la compétition scolaire comme on peut le voir dans d'autres. La famille d'Alexei, c'est une famille en déclassement social. Le père avait en Russie par ses parents et de forts diplômes. Les parents, les grands-parents du petit garçon sont très diplômés, mais en Russie. Le père en France n'a pas de diplôme abouti, c'est-à-dire qu'il n'est jamais allé jusqu'au bout de ses diplômes à la faculté française. Et la mère est professeure des écoles, mais pas en activité. Donc c'est une famille en déclassement social qui habite un quartier très mixte, plutôt populaire, et qui ne va pas mettre en œuvre un rapport compétitif aux choses, qui va valoriser le bien-être, alors même qu'on aurait pu s'attendre du fait que la mère est professeure des écoles à une volonté de valoriser la réussite, l'excellence scolaire, et pas du tout. Enfin, pas du tout, ou pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. C'est-à-dire qu'Alexei, il est bon à l'école, même si l'institutrice me dit c'est l'enfant dont tous les instituts rêvent, c'est pas du tout l'enfant compétitif qui veut toujours bien faire, toujours aller plus vite. Il n'a pas appris, avec des gros guillemets, à lire seul à l'école maternelle, alors que donc là on est chez les classes moyennes en déclassement, chez les classes moyennes en ascension, la famille de Mathilde, parent inspecteur des fraudes, on est dans la fraction supérieure des classes moyennes, et il y a une tension, une rigidité de toutes les pratiques éducatives de la famille autour de la réussite de Mathilde. Le frère aîné de Mathilde a été diagnostiqué précoce, et la mère tient à me le faire savoir en m'envoyant un mail au mois de décembre de l'enquête. Je tiens à vous rappeler que mon fils aîné vient d'être diagnostiqué précoce et qu'il y a toute chance, suivant le pédiatre, que toute la fratrie soit du même acabit. Ça donne l'idée de l'importance pour cette famille de l'enfant et de son bien-être scolaire, de sa capacité à être dans les meilleurs. Et pourtant, on les a classés dans la fraction supérieure des classes moyennes et pas dans les classes supérieures. Alors que sur plein de domaines, ils sont comme les classes supérieures. En fait, ici, pour le cas de Mathilde, on a vraiment hésité et vraiment on s'est disputé pendant 2 heures sur le cas de Mathilde. Mais ce qui nous a fait finalement le rabaisser parmi les classes moyennes, c'est la rigidité, la tension de toutes les pratiques de la famille. Il n'y avait pas de laisser-aller possible. Tout est rigide, en tension en permanence, l'heure du coucher, le type de lecture, les référents culturels, l'habit, le rapport à la pudeur, le rapport au corps, tout est tellement tendu, stressé, qu'on n'a pas justement la décontraction des classes supérieures. À l'inverse, la famille de Maxence, les 2 parents sont professeurs d'économie à la faculté. La grande section maternelle, pour eux, c'est une formalité. Même si Maxence n'est pas du tout le meilleur de la classe. C'est à peu près le 12e de la classe si je devais grosso modo classer les enfants.
il n'est pas, le premier à se mettre au travail, c'est pas le premier à ranger quand on lui demande. Il fait ce qu'il faut faire, mais bon, voilà, avec un flegme un petit peu comme ça qui le caractérise. Et les parents me disent, de toute façon, c'est la maternelle, c'est la grande section maternelle, on sait que ça ira. Ils ont cette capacité à se dire que, étant donné les capitaux dont ils disposent, ils savent qu'il n'y aura pas de problème. Dans la famille de Mathilde, et c'est ça qui va faire la rigidité des classes moyennes, en tout cas de la fraction supérieure des classes moyennes, il y a cette idée qu'il faut vérifier, il faut toujours être derrière ses enfants pour leur donner le meilleur, les inscrire dans les bonnes activités, pas n'importe où, pas dans n'importe quelle association. Donc vérifier avec qui les enfants sont amis, vérifier comment on les habille, vérifier l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes et de la famille. Donc il y a une espèce de tension permanente, alors que de l'autre côté on va avoir une décontraction. Donc le classement d'un individu dans une classe sociale, il est très relatif. Et on ne peut pas classer une personne sans en fait classer toutes les autres. Et c'est vraiment une espèce de jeu de position des uns par rapport aux autres. Il faut vraiment imaginer une flèche, un continuum de position avec un curseur qu'on déplace 2 degrés à droite, 1 degré vers le haut, avec des gens qui vont être uniformes dans toutes leurs pratiques, donc uniformes vers le haut, c'est-à-dire tendus vers la légitimité dans toutes les pratiques possibles. La famille de Mathilde, c'est vraiment le cas archétypal. Ils sont végétariens, le père est catholique, il fait du chant grégorien et du latin tous les soirs, la fille, elle fait de la danse classique, elle n'a pas le droit de s'habiller comme elle veut, il y a des codes couleurs à respecter, si elle ne finit pas son assiette, elle fait des lignes, les murs sont blancs, sans tableau. Il y a vraiment une espèce de concentration d'indices qui nous montrent que la famille est tendue vers l'ascension sociale, les grands-parents étaient professeurs des écoles, des deux côtés, donc il y a vraiment une espèce de tension comme ça. Là, c'est concentré tout dans le même sens. Dans d'autres familles, ça va un peu dans tous les sens, et dans le sport, on va vers la compétition, on en est très légitime, et dans d'autres domaines, on se permet un peu plus de flou, un peu plus de différence. Donc, ce classement en classe sociale, il est relatif, il est difficile à faire, et il faut... il est jamais, jamais déterminé une fois pour toutes. C'est-à-dire que la famille peut bouger aussi en fonction des évolutions de carrière, en fonction... Est-ce que l'enfant est encore dans une école primaire publique ou est-ce qu'il va aller dans le privé? Beaucoup d'enfants de classe moyenne leurs parents aspirent à ce qu'ils aillent dans le privé pour aller contrer une espèce de laxisme qu'ils imaginent être présent dans l'école du quartier. Donc il y a une espèce de tension comme ça qui se donne à voir. Mais du coup, voilà, c'est plein d'indices concordants qui permettent de dessiner une position sociale de classe. C'est jamais quelque chose d'évident. C'est pas tel capital plus tel capital égale une classe sociale. C'est vraiment plein de petits faits qui s'accumulent et c'est le cumul qui fait la position de classe plutôt tendue vers le haut, plutôt tendue vers le bas, ou un espèce d'entre-deux qu'on n'arrive jamais à décider, ça arrive aussi. Donc c'est une espèce de sauce, de cuisine interne des fois pour classer les gens. D'accord. Et dans les chapitres sur chaque enfant, donc comme je disais tout à l'heure, ils sont tous structurés de la même manière et je crois qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait dans le protocole d'enquête, donc vous alliez dans la famille, chez les parents, mais il y avait aussi un temps d'observation. Vous rendiez à l'école avec l'enfant, vous passiez une journée à ses côtés à l'école et vous lui faisiez faire des exercices. Donc toujours les mêmes exercices pour tous les enfants, avec toujours un protocole de la même manière pour mener les exercices, pour être sûr que votre observation et les analyses soient neutres. Et ce qui est intéressant, c'est que donc chaque chapitre sur un enfant se termine par le moment d'observation en classe. Et en fait, ça montre, mais vraiment avec une évidence criante, que tout ce qu'on a vu avant, les manières de vivre et d'éduquer des parents, à partir de ça, mais découle le comportement de l'enfant dans le milieu scolaire. En fait, c'est vraiment criant. Oui, en fait, dans l'ouvrage, on a d'abord saisi les enfants chez eux. C'est-à-dire que quand on reprend le protocole d'enquête, on a fait... J'ai pas lu votre ouvrage. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que je vais expliciter. Il y a 1200 pages. Non, l'idée, c'était vraiment... on a fait donc l'enquête avec chaque enfant consistait en quoi? On faisait déjà 3 entretiens avec les 2 parents. Chacun des entretiens était tourné autour d'une thématique précise. Le premier entretien, qui durait minimum 2 heures, c'était vraiment faire l'état des capitaux disponibles, économiques, patrimoniaux, culturels,
Donc que font les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont comme pratique culturelle en tant que parents. Donc vraiment c'était centré que sur les parents. Deuxième entretien avec les deux parents, on prenait l'enfant dans l'espace culturel, dans les loisirs. On prenait les deux enfants, parce que vous avez dit on prend les parents et après les enfants. Trois entretiens avec les Trois entretiens avec les deux parents. Seuls ou avec les enfants? Sans les enfants Sans au les milieu, enfants. ou quand il y avait les enfants avec les enfants. Mais vraiment, les entretiens ne portaient que... Le premier entretien ne portait que sur les parents, D'accord. et les deux autres entretiens ne portaient que sur l'enfant. D'accord. L'enfant dans la fratrie, mais on ne posait pas des questions sur les autres de la fratrie. C'était vraiment cet enfant-là. D'accord. Quel est son plat préféré, comment il s'achante, Oui, quel est c'est son dans livre préféré, l'enfant. Dans la famille. Voilà, vraiment, savoir en fait, c'était vraiment une espèce d'oignon, on essayait d'aller voir l'enfant dans tous les espaces de sa vie, les pratiques en dehors du domicile, les copains, avec qui il est plus copain, est-ce que ce copain il est bon à l'école ou pas, enfin voilà. Après on allait voir la grand-mère, ou le grand-père, ou les grands-parents, quand on avait la chance, c'était quand même plutôt des grand-mères qui répondaient. Parfois la nourrice, quand c'était pas les grands-parents. Après, on faisait une journée d'observation à l'école, c'est-à-dire qu'on ne quittait pas l'enfant de la journée, c'est-à-dire qu'en cours de récréation, on l'observait, dans la classe, on l'observait, bon, sans être au-dessus de son épaule, évidemment. Quelles années ça? C'était quelles années où on observait autant les enfants? Ben là, c'était lors de la journée d'observation, c'était une journée d'observation dans l'année scolaire. Mais quelle année En fait, c'est un livre qui est sorti en 2019 et donc c'est soit 2015-2016, soit 2016-2017. On a fait l'enquête pendant 2 années scolaires. Anciennement, c'était pas pareil. À l'école, on n'était pas vraiment surveillés quand c'était la cour de récré. Oui, mais là du tout. En fait, là, c'est pas une histoire de surveiller Non, l'enfant, c'est c'est une ça. histoire qu'en tant que sociologue, on C'est essaye la de surveillance. repérer l'enfant dans son terrain d'évolution qui est 4 à 5 ans. Là, c'est un travail ponctuel qui a été fait juste auprès de quelques enfants par ces sociologues pour essayer de voir comment ils évoluaient dans le milieu scolaire. Mais ça a été une journée pour un travail précis pour ce livre-là. En fait. D'accord. C'était pas histoire de le surveiller, c'était vraiment voir comment il évoluait, comment il parlait à ses copains. Est-ce qu'il était leader ou pas dans la cour de récréation? Est-ce que c'est lui qui décide des jeux? Il faut se mettre en rang. Est-ce que l'enfant décide avec qui il se met? Et j'ai vu des enfants dire non, toi t'es pas ma copine, et puis c'est pas toi, et puis c'est moi qui suis la meilleure. Donc il y avait les positions de leader, etc. Il y a les enfants qui viennent vous poser des questions pendant la cour de récréation. Il y a des enfants qui disent ah bah toi je sais, t'es sociologue et tu viens pour faire ça parce qu'on l'a déjà vu chez ses parents. Et lors de cette journée d'observation en classe, on faisait passer un exercice à l'enfant. Et là, c'est aussi, c'est-à-dire que tous les enfants de l'enquête sont passés entre nos mains au même moment. C'est-à-dire que c'était au mois de mars de l'année scolaire de grande section maternelle. Même si on avait déjà fait la journée d'observation, même si on avait déjà fait les entretiens avec les parents, on était obligés, tous les sociologues, avec tous les enfants, de faire la journée d'observation au même moment, entre le 1er et le 31 mars, pour essayer de sanctifier un espèce d'état des apprentissages scolaires qui était justement à mettre en mouvement avec l'âge de l'enfant, l'âge biologique et l'âge social de l'enfant, etc. C'est quoi la différence? Alors, même si un enfant a 5 ans, avoir 5 ans dans une classe populaire ou avoir 5 ans dans une classe supérieure, c'est pas le même âge social. Il y a des enfants qui sont plus ou moins autonomes, il y a des enfants qui sont déjà en avance sur le temps scolaire. Donc on a coutume de dire en sociologie et de démontrer qu'un âge biologique, ça ne veut rien dire. On a d'abord un âge social, un rapport social au monde, à des possibles. Il y a des enfants qui savent déjà lire en grande section de maternelle et d'autres qui n'apprendront à lire qu'en fin de CE1. Donc c'est pour ça que l'âge... Et c'est pour ça aussi qu'on a pris un niveau scolaire, grande section de maternelle, et pas un âge biologique dans l'enfant. Et on a comparé des enfants en grande section de maternelle, tout en sachant que grande section de maternelle, bah, ça veut dire tout et n'importe quoi entre les classes. C'est-à-dire qu'entre une maternelle A et une maternelle B, l'état des apprentissages, la mise au travail, l'état collectif de la classe change du tout au tout, et un enfant peut avoir de 9 à 12 mois d'avance sur le temps scolaire suivant l'école où il se situe, ses pairs, PAIRS, etc. Et aussi, on faisait un entretien avec l'enseignant à propos de l'enfant. Donc comment vous situez l'enfant dans la classe? Est-ce qu'il est autonome ou pas? Est-ce qu'il a besoin de vous pour faire son travail? Comment vous le trouvez habillé? Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Est-ce qu'il est en retard à l'école? Comment les parents se comportent avec vous?
Et l'enfant, on lui a fait passer un test qui était plein d'exercices de langage, en fait. Un test qui ressemblait à un test scolaire. Pourquoi cette focalisation sur l'école? Parce qu'en fait, l'école, c'est le premier marché, le premier espace où les enfants sont mis en compétition. C'est le premier espace où l'enfant apprend, malgré lui, ou parce qu'il en a envie, mais en tout cas, il apprend sa place sociale. C'est une place scolaire, mais c'est aussi une place sociale. Et c'est vraiment l'école qui sacralise ça pour la première fois de façon très, très intense, en fait, pour les enfants. Et donc, nous, on leur faisait passer un certain nombre d'exercices. Donc, on leur mettait les images d'une tarte aux pommes et il fallait raconter l'histoire. Désigner des items sur ces images. Comment ça s'appelle? Pareil avec une histoire, une planche issue du Petit Poilu, une bande dessinée. Puis on leur faisait raconter leur journée. Et on leur a montré un épisode de Petit Ours Brun, on leur demandait de nous le raconter. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On a comparé en fait les récits langagiers produits par les enfants, par nos 35 enfants. On a comparé les récits entre enfants. Et du coup, on se rend compte qu'il y a des enfants, typiquement Alessei, qui est le fils d'une professeure des écoles, il manie le passé simple, il manie il était une fois quand il raconte une histoire, alors qu'il y en a d'autres qui sont issus des classes supérieures qui ne vont pas dire il était une fois une petite fille qui faisait une tarte aux pommes, etc., etc. Donc en comparant les récits sur le même exercice, pris en même moment de l'année scolaire pour tous ces enfants, on est en mesure d'objectiver ce qu'on va appeler du capital linguistique qui différencie ces enfants. Donc si on doit sanctifier à un moment donné quelque chose, on se rend compte que les enfants ne maîtrisent pas le même niveau de vocabulaire. Il y en a qui vont dire un buisson, il y en a qui vont dire un arbre ou un arbuste, une haie. Et quoi qu'il en soit, on peut voir au travers des chapitres que déjà, le livre permet de démonter un certain cliché qui serait que c'est en travaillant bien à l'école qu'on va avoir un bon travail et que en fait c'est pas une question de bien travailler à l'école, que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais aussi que être bon à l'école en fait ça peut vouloir dire énormément de choses différentes et que être bon ça peut vouloir dire être attentif en classe, bien écouter la maîtresse, être consciencieux quand on fait un exercice. On peut être très sociable et bien s'intégrer, on peut être doué pour la mise en récit, et comme il était une fois, savoir raconter ce qu'on a fait la veille, ou alors, comme Maxence, être très doué pour les chiffres, mais moins par ailleurs, et que voilà, en fait, les enfants vont développer des compétences vraiment très très différentes, et d'ailleurs que certaines compétences ne seront pas forcément liées aux classes supérieures. Alors oui, tout à fait. Être bon à l'école, c'est effectivement une espèce de phrase un peu valise qui, en soi, pour les sociologues, ne veut rien dire. Il faut différencier les items sur lesquels on est bon ou pas. Et Maxence, que vous évoquiez, qui est l'enfant de professeur d'économie à la fac, tous les deux sont maîtres de conférences et professeurs d'économie. En moyenne section, il sait compter jusqu'à 1000. Il sait faire des multiplications en grande section. La multiplication, pour vous donner un ordre de grandeur, en gros, on l'apprend en CE2, CM1. On apprend à compter. La compétence attendue en fin de grande section, c'est 30, c'est pas 1000. Par contre, Maxence, voilà, il a toujours été mis en situation de s'intéresser aux chiffres. Il est féru des chiffres et quand je suis arrivée dans la classe, l'ADSEM, c'est la première chose qu'elle me dit, c'est « Ah, vous êtes la sociologue, vous venez voir Maxence ?» Parce qu'elle était évidemment au courant, c'est « Vous allez voir, Maxence et les chiffres, c'est extraordinaire. » Donc il y a vraiment, cet enfant-là, dans l'école, il avait une espèce de... Tout le monde était au courant qu'il était très bon. Mais très bon, alors même dépassant les compétences attendues, mais du coup, qu'est-ce que l'école en fait, sachant que la compétence attendue, c'est 30 ? C'est-à-dire que scolairement, c'est pas ça qui va sanctifier le niveau de Maxence. Mais du coup, cette surcompétence, on va dire, par rapport aux attendus, ça lui donne quoi ? Ça lui donne une espèce de bagout dans l'école. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est lui qui sait compter jusqu'à 1000. Les animateurs du périscolaire, entre midi et 2, j'étais dans la classe, j'étais en train de regarder le travail de Maxence et j'entendais les animateurs périscolaires qui disaient « Hé, viens voir !» Il y avait un nouvel animateur. « Viens voir Maxence, là, tu vas voir, demande-lui ça, demande-lui de faire ce calcul. » Et l'enfant se prêtait à ce petit jeu parce que ça lui donnait confiance en lui, ça lui donnait une place dans l'école. Donc, est-ce que Maxence est bon à l'école ? Oui,
mais ce qui lui permet d'être à l'aise et la fierté d'enfant qu'il va placer, elle se place sur des choses qui ne sont pas proprement scolaires. Donc évidemment, être bon, là, c'est quelque chose de tout à fait relatif. Après, il y a des enfants qui sont bons là où on ne les attend pas, et des enfants qui ne sont pas bons là où on les attendrait. C'est-à-dire que tous les enfants de classe supérieure ne sont pas forcément bons à l'école, et tous les enfants de classe populaire ne sont pas mauvais à l'école. Et il y a des enfants de classe supérieure qui ne réussissent pas, qui ne sont pas du tout scolaires, et c'est lié à des types de rapports au savoir, de rapports à l'école, de rapports au langage, constitués dans les familles, qui sont ou pas rentables scolairement. Nous, ce qui nous a vraiment intéressé dans l'enquête, c'était constituer l'entourage en termes de ressources, de capitaux de l'enfant pour, après, en mesurer un effet sur la scène scolaire en grande section maternelle. Mais on ne prédit pas le futur, c'est-à-dire que rien ne nous dit que ces enfants qu'on a vus là et dont on peut dire lui il était bon, lui il était très bon, au CP, en CM2, ça allait faire ou pas quelque chose. C'est vraiment des conditions de socialisation qui à un moment donné ont fait quelque chose, qui sanctifient des espèces de moments où ils sont bons ou pas, qui vont ou pas se poursuivre en fonction des conditions de socialisation qui vont être ou pas maintenues. Mais du coup, on peut être bon sur certains items, mauvais sur d'autres. Mais tout ça aussi, ça donne lieu à des jugements professoraux, des jugements scolaires pour l'enfant qui vont aussi, non pas le cataloguer, non pas l'étiqueter, mais parfois aussi un peu. Et du coup, l'enfant le ressent, le sait, et ça peut lui donner confiance en lui ou moins confiance en lui. Mais, par moment, justement, vous donnez à lire la parole des instituteurs et on se rend compte qu'ils vont pouvoir relativiser le niveau des enfants, qu'ils soient bons ou mauvais, par l'environnement ou le contexte. C'est-à-dire que si il parle d'un élève d'un enfant de 5 ans qui est bon à l'école, mais il est dans une très bonne école entouré de gens qui sont très bons, en fait il va pas paraître si bon que ça. Ou à l'inverse, quand on va parler des enfants qui sont en situation extrêmement précaire et qui du coup arrivent à l'école fatigués, qui ont du mal à suivre un cours ou même du mal à suivre la langue française et ce que dit le maître d'école et les consignes de l'exercice, ils vont se dire effectivement il a du mal à déchiffrer les lettres, il ne sait pas encore compter, mais étant donné sa situation familiale à côté, il n'est pas si mauvais que ça, c'est pas très grave. Mais en fait, le résultat à la sortie, quand ils seront sortis de l'école, ces enfants-là, une fois grands, il sera le même pour tout le monde, ils se retrouveront dans le même contexte et plus personne ne pourra relativiser à ce moment-là. Oui, alors après, les enseignants relativisent aussi parce qu'on leur a demandé de placer l'enfant parmi les autres enfants. Il fallait, nous, qu'on puisse vérifier, sachant qu'on n'observait qu'un enfant dans la classe généralement, savoir comment eux le situaient les uns par rapport aux autres. Il faut voir effectivement qu'il y a certains enfants d'enquête, les plus précaires, qui sont en fait les premiers de toute leur famille à être élèves dans l'école française maternelle. Et pour ces enfants-là, être le premier de toute sa famille à être élève dans l'école maternelle française, c'était quelque chose de très compliqué, parce qu'ils ne bénéficient pas de tout l'apprentissage en amont qui pourrait être ceux des parents. Ils ne sont pas allés chercher des frères et sœurs à l'école. Ils ne savent pas ce que c'est que l'école. Balkis, donc la petite fille qui vit dans sa voiture, elle commence l'école en France par la grande section. C'est-à-dire qu'elle est parachutée en grande section, alors qu'elle vit par ailleurs dans la voiture avec son père. On peut se dire que tous les tranchetés de la situation pour cette petite fille, mais aussi les tranchetés pour le professeur. C'est-à-dire que le professeur des écoles se retrouve aussi avec des enfants qui ne parlent pas forcément français, qui ne sont pas forcément profs, qui ne sont pas forcément aimés de leurs camarades, et vis-à-vis desquels il doit aussi apprendre à se comporter. Donc dans les deux cas, il faut relativiser, c'est-à-dire que l'enseignant, avec toute la bonne volonté du monde, il doit aussi faire avec et faire prendre le bon chemin à l'enfant, et c'est parfois compliqué parce que y a des enfants pour qui l'école c'est un terrain de jeu. Achad, il vit avec sa mère en foyer Sonacotra. Quand il arrive à l'école, donc il est en foyer, il n'a pas d'espace à lui, il n'a pas de jeu, il n'a pas de livre. L'école pour lui c'est un terrain de jeu, c'est-à-dire qu'il va à l'école pour jouer. Il n'a pas de copains. Ses frères et sœurs sont restés au Sri Lanka avec son père, donc il est en France seul, avec sa mère, donc sans ses frères et sœurs et sans rien qui fait la vie d'un enfant. Du coup, l'école c'est un terrain de jeu.
Et du coup, Achan, c'est compliqué à l'école, il n'arrive pas à se mettre au travail, il n'arrive pas à tenir sur une chaise. L'enseignant, évidemment, il tient compte de tout ça, parce qu'il sait, il connaît un peu le contexte. Il sait que si Achan, il met des pierres dans les toilettes pendant la récréation et que du coup ça bouche le toilette, c'est pas forcément qu'il en veut à l'institution, c'est qu'il exprime quelque chose aussi par ce moment-là. Donc, l'école, elle enregistre ses places sociales, elle donne les moyens à ses enfants de progresser, mais une fois sortis de l'école, il n'y a pas forcément ce soutien. Il faut voir que pour les enfants les plus précaires, l'école constitue une véritable institution qui soutient, qui permet à ces enfants d'avoir une vie d'enfant. Je disais tout à l'heure que l'école, parfois, elle donne accès à des sanitaires. Et l'école, elle constitue vraiment pour les enfants les plus précaires, quand elles sont militantes, etc., une véritable courroie de solidarité, de réancrage en fait dans la société. Et on s'en rend compte comment, c'est que certaines familles qui changent de foyer en cours d'année scolaire, qui s'éloignent du coup de l'école dans laquelle l'enfant est scolarisé, continuent à rester dans cette école qui est pourtant des fois à 1h30 de transport en commun du lieu de vie, parce que l'école constitue le lieu où l'enfant est connu, la mère est connue, on lui donne quelques heures de ménage pour lui faire des sous, les parents ont organisé des petits déjeuners pour la famille, ou des repas du soir pour la famille, parce que l'école sait que cet enfant ne mange pas le soir, parce qu'il n'y a pas à manger le soir. Donc l'école constitue l'école comme institution, et donc pas seulement l'enseignant, constitue vraiment un soutien de tous les instants, donc pendant le temps scolaire, mais aussi comme courroie plus large. Donc ça joue aussi un rôle important pour ces enfants. Et du coup, ces enfants sont très attachés à l'école. Donc en dehors de l'école, ils s'en souviennent, l'école, c'est vraiment le moment où ils soufflent aussi. Et où ils peuvent dormir. C'est vrai qu'il y a des enfants, dans l'ouvrage on voit, ils arrivent à l'école, ils dorment. Et ils dorment sur la table parce que ils ont mal dormi la nuit, il y a du bruit, etc. Donc c'est aussi ça l'école, ça permet aussi à ces enfants de peut-être d'être un peu plus enfants qu'ils ne le sont chez eux, parce qu'ils sont amenés. Achan, typiquement, parle mieux français à 5 ans que sa mère, qui vient du Sri Lanka. Donc Achan, il va aider sa mère dans certaines circonstances administratives. Il est en mesure de l'aider à dire et à comprendre des mots. Il y a certains enfants de 8-9 ans que Bernard Naïr avait étudiés dans d'autres travaux préalables, où c'est l'enfant à 8 ans qui fait des papiers administratifs. Et l'école constitue ici une courroie de transmission de cet attachement à la langue française, de cette envie et cette possibilité d'être enfant aussi, même si ils ne sont pas enfants comme les autres ou autant que les autres, mais quand même un petit peu grâce à l'école. Donc l'école joue ce rôle de soutien, même si c'est à hauteur variable. Pour d'autres enfants qui sont scolarisés dans le privé ou dans du Montessori, c'est pas du tout le même rapport à l'école et à l'institution. Pour certains parents, l'école est au service de son enfant parce qu'on veut en tirer le maximum. C'est pas du tout le même contexte de déploiement. Vous allez du coup un peu à contre-courant avec ce qui se dit actuellement sur la question de l'école et sur le fait que l'école ne s'adapte plus aux enfants et n'est plus une aide à l'ascension sociale. En fait, ça dépend de où est l'enfant au départ. Alors, ça dépend du contexte, des conditions de vie initiales, des conditions familiales. C'est-à-dire que le terreau familial est extrêmement déterminant pour la réussite de l'enfant, mais l'idée c'est que la réussite... Mais on peut être mauvais à l'école et être en échec à l'école, en échec scolaire, sans pour autant... tout en apprenant en fait des choses. Donc, l'école sanctifie quelque chose, mais ça ne fait pas tout, heureusement. Après, ce qu'on va montrer dans l'enquête, nous, c'est que même dans les familles les plus précaires, dans les familles les plus précarisées des classes populaires, tous les parents ont envie que leurs enfants réussissent à l'école. On entend souvent dans les médias l'idée que les parents sont des missionnaires, ils n'ont pas envie. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment notre ligne théorique de considérer que les parents des missionnaires, ça n'existe pas. Il y a des parents qui n'ont pas des ressources adaptées, ils n'ont pas les capitaux langagiers, ils n'ont pas les capitaux culturels adaptés pour donner des ressources rentables scolairement, mais tous les parents qu'on a vus dans l'enquête, y compris les plus précaires, les plus en difficulté, avaient envie que leurs enfants réussissent à l'école. Et se mettaient en quatre pour offrir des conditions de vie
susceptibles d'être rentables à l'école. Notamment Balkis, donc, qui vit dans la voiture avec son père. L'un des objectifs du père, c'est que l'enfant ait un repas chaud le soir, mais aussi puisse accéder à des livres. Et donc, un des combats des parents, même quand ils n'ont pas d'argent, c'est de donner accès quand même à des choses qu'ils savent importantes, même s'ils ne peuvent pas se les acheter. Ils savent que c'est important, et ce rapport culturel aux choses scolaires, ce rapport au monde, ce rapport au langage, il est extrêmement important pour fédérer l'envie d'aller à l'école et l'envie de réussir. Donc on peut ne pas avoir les ressources tout en ayant l'envie et la possibilité finalement de mettre l'enfant dans les bons rails en quelque sorte. Donc les parents des missionnaires qui disent à l'enfant non, ça sert à rien, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est juste qu'ils n'ont pas les bons codes ou les bonnes ressources pour aider au bon moment ou connaître les bonnes filières, etc. Je ne sais pas si c'est... Du coup, je vais rebondir. En tant que bibliothécaire, est-ce que vous avez perçu des différences dans le rapport à l'utilisation de la bibliothèque pour aider dans cette dynamique-là sociale? Alors déjà, il y a est-ce qu'on a des livres ou est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'on a tel type de livre ou est-ce qu'on n'en a pas? Mais une fois qu'on a ces livres, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller regarder l'usage que les parents font du livre. Et là, typiquement, alors dans l'enquête, on demandait aux enfants, aux parents, quel était le livre préféré de leur enfant, comment ils lisaient des histoires à leurs enfants, qui dans l'entourage lit des histoires ou pas aux enfants. Et il y a d'autres sociologues qui vont s'intéresser vraiment aux bibliothèques et aux livres lus en famille. C'est Stéphane Bonnery, qui est un sociologue de Paris 8, qui lui s'intéresse vraiment à qu'est-ce que les familles font du livre et comment on lit un livre en famille. Et typiquement, il va montrer qu'on peut lire un même album de façon totalement différente. Est-ce qu'on va simplifier les termes de l'histoire parce qu'on pense que son enfant ne va pas les comprendre, ou est-ce qu'à l'inverse, on va se dire, là, l'auteur se répète, donc je vais changer le verbe pour lui apprendre du vocabulaire. Donc il y a des parents qui vont vers le haut, il y a des parents qui disent, non, c'est trop compliqué pour mon enfant. Il y a des parents qui vont volontairement, et faire savoir aux sociologues qui le font, aller chercher des livres au-dessus du niveau scolaire de l'enfant. Parce qu'ils sont très fiers aussi de raconter que mon enfant est en grande section maternelle, mais il sait déjà lire, et puis il lit déjà du niveau grande section. Mais où c'est il bon va... de faire ça? Pardon? C'est bon pour l'enfant de faire ça? C'est bon, c'est pas bon, mais ça produit un certain rapport au langage, un certain rapport à des référents culturels. Après, ça donne des rapports scolaires aux référents culturels. Donc oui, d'un point de vue de la réussite scolaire, c'est bon. Enfin, c'est bon si on sait le mettre en place et si on le fait de la bonne manière. Enfin, c'est pas... Le sociologue ne préjuge pas, ne juge pas pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quels effets ça produit incorporés, quels effets on mesure. Donc nous, c'était vraiment, on regarde ce qui se fait en famille, puis on regarde ce qui se fait à l'école, et est-ce qu'on arrive à établir une corrélation entre l'un et l'autre? Est-ce que c'est tel type de pratique qui crée tel type de situation? C'est jamais un chemin unilinéaire, c'est jamais directement. C'est des grappes d'influence, c'est des pelotes de laine, avec une influence d'un grand-père, d'une grand-mère qui joue de la musique, qui aime les livres, etc., qui donne aussi le goût pour tel ou tel référent, pour telle ou telle lecture, ce genre de choses. C'est pas bon ou mauvais en soi, quoi. C'est surtout aussi la répétition en fait, de ce type d'expérience qui va faire naître un goût pour les histoires, pour tel type de situation narrative et la capacité à manier le passé simple dans la section maternelle ou pas, quoi. Ou à se repérer aussi dans les albums qu'on va dire complexes, où l'image va plus loin que le texte ou inversement, ne sont pas lus par tous les types de familles. Les familles à capitaux culturels, à fort niveau de diplôme, lisent plus ce type d'albums qui demandent à l'enfant d'aller chercher des référents, de comprendre au-delà du texte, d'inventer une suite de l'histoire, alors que d'autres sont des histoires un peu plus terre à terre, où l'image est en accord parfait avec le texte. Il ne se passe pas autre chose dans le texte qui ne sont pas dans l'image. Mais justement, sur la question de juger ou pas juger si les choses sont bonnes ou pas, en tant que sociologue, donc vous êtes un observateur extérieur et neutre, mais en travaillant sur les inégalités, est-ce qu'on n'a pas quand même forcément une volonté de transformation sociale derrière un travail comme ça? Est-ce que en faisant ce livre tous ensemble, vous n'aviez pas quand même envie que
que l'étude finalement soit lue, vue et que ça puisse quand même procéder à un changement par la suite. Alors effectivement, il y a quand même la volonté de montrer les inégalités, hein, elle est très prégnante dans l'enquête, c'était vraiment de dire, bon tout le monde sait qu'il y a des inégalités, nous on vous le démontre, et après, si vous êtes un décideur, si vous êtes un administrateur, voyez comment vous allez pouvoir vous en saisir. On n'est pas dans une optique de transformation sociale parce qu'on essaye d'être le neutre quand on fait notre travail d'enquête, mais effectivement, au fond, on a quand même l'idée que montrer les inégalités et montrer comment elles se nichent dans plein de circonstances qui se répètent et qui se cumulent, ça c'est important. Et donc c'est pas d'un point de vue politique où on va dire regardez, c'est comme ça qu'il faut faire, ça on ne le dit pas. Il y a certains sociologues interventionnistes qui vont le faire, nous c'est pas notre tradition théorique, mais l'idée de montrer, c'est le premier pas qui nous semble important, c'est notre travail en tant que chercheur d'être objectif et de démontrer, de pouvoir quantifier sur la table, il y a tant d'enfants dans notre enquête qui ont des livres et il y en a qui n'ont pas de bibliothèque, et il y en a qui en ont 2, 3, 4. Il y a des enfants qui ont 3 chambres, une chambre chez eux, une chambre chez les grands-parents, une chambre dans la résidence secondaire, il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc on quantifie, on objective des inégalités, on montre des écarts, et l'objectif de transformation sociale, c'est pas le nôtre. Après, d'un point de vue théorique, sociologique, on s'est positionné dans une sociologie de l'enfance attentive aux différences sociales, alors qu'il existe toute une tradition de recherche de l'enfance qui considère que les enfants sont plutôt acteurs de leur socialisation et donc qu'ils ont des capacités, une agentivité, qui sont libres, qui ne sont pas déterminés par leurs parents. Alors nous, on n'est pas du tout là-dedans. Pour nous, les enfants, ils sont d'abord faits par leurs parents. Ils vivent en famille jusqu'à 5-6 ans et la famille c'est vraiment le terreau de socialisation qui va les marquer, alors très durablement, très précocement, de façon très répétée, donc ça a quand même des influences et les enfants ne sont pas déconnectés de la sphère sociale, c'est-à-dire que les enfants, oui il y a des inégalités à 5 ans, là c'est un parti pris théorique et pas idéologique, mais un parti pris théorique de faire ce type de sociologie-là pour montrer que des enfants désincarnés, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on est enfant qu'on est libre de tout déterminisme, non. Déjà, on a la capacité d'aller ou pas en médiathèque, parce qu'on en est loin, parce qu'on en est proche, parce que nos parents savent qu'il y a ou pas une médiathèque. Et ça fait toute la différence entre des enfants qui peuvent ou pas y aller, qui ont accès à des livres, des enfants qui peuvent manger à leur faim, ou des enfants dont les parents mettent en place des régimes végétariens parce qu'ils considèrent que pour le respect du corps, il ne faut pas manger de viande. C'est-à-dire qu'on a par exemple Mathilde dans l'ouvrage, elle ne mange pas de viande, les parents sont végétariens, alors que la petite fille adore les saucisses, par exemple. Donc, et du coup, chez la grand-mère, il y a des saucisses, mais elle ne va pas chez la grand-mère pour toutes sortes de raisons. Donc il y a aussi ça, c'est des enfants qui sont dans du social. Et quand on lit ce livre, il y a certains chapitres qui nous tirent les larmes. Enfin, même moi, qui ai participé à l'enquête, quand je relis des chapitres, j'ai envie de pleurer. C'est pas être misérabiliste que de dire ça, c'est de monter un monde qui est cruel et en tant que sociologue, on objective le monde tel qu'il est, malheureusement, quoi. Donc après, le fait d'en parler, c'est aussi un moyen de dire, le fait d'en prendre conscience, c'est peut-être aussi la première étape pour pouvoir changer le monde ensuite. Voilà. Donc, sans être interventionniste, il y a aussi ce parti-là de dire, montrons, c'est déjà une première étape, faisons prendre conscience aux gens de ça. Oui, madame. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'usage du livre. Oui. Et moi, je voudrais savoir, par rapport au milieu, selon la classe, est-ce que ceux qui avaient une bibliothèque allaient emmener leurs enfants dans des bibliothèques? L'enfant qui est dans la voiture, est-ce que le papa lui disait, j'ai pas de livre, j'ai pas les moyens, mais je vais t'emmener à la bibliothèque, là où j'ai des livres gratuits, tu pourras avoir des livres gratuitement. Est-ce qu'il y avait cet accès, justement? Alors, il peut y avoir cet accès pour les enfants les plus précaires. Parce que la bibliothèque, c'est aussi un endroit où on peut être au chaud l'hiver, où on peut avoir des sanitaires le week-end. Et donc c'est aussi le côté matériel de la bibliothèque qui peut faire lien social, qui peut socialiser. Il y a cette volonté. Mais malheureusement, il y a aussi des fois l'urgence temporelle qui fait que même si on a envie de donner accès à des livres, des fois il faut aussi courir les associations pour pouvoir avoir à manger. Et même si le parent a envie de donner des livres à son enfant, il n'a pas forcément le temps de l'amener à la bibliothèque.
Et bien parce que le week-end, il faut jongler entre des lessives qu'il faut faire à la laverie, comment on fait sécher du linge dans une voiture en plein hiver, voilà, ce genre de choses. Donc il y a l'envie, mais pas forcément la capacité à y aller en termes de disponibilité temporelle. Chez les classes supérieures, toutes les classes supérieures ne vont pas à la bibliothèque. Il y en a qui préfèrent lire un livre qu'on a acheté. Il y a des parents de l'enquête qui me disent « Moi, je ne peux pas lire un livre que j'emprunte à la bibliothèque. » Voilà. Et il y en a d'autres, mais ça c'est plutôt chez les classes moyennes, qui vont aller à la bibliothèque, qui y vont et qui sélectionnent, qui trient, qui en font un usage très élitiste, très clivant, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les bons livres, ils font commander à la médiathèque les livres qu'ils veulent faire lire à leurs enfants, etc. Donc il y a usage du livre par plusieurs canaux dans certains milieux sociaux, tandis que dans d'autres, c'est le seul accès au livre. Et effectivement, c'est aussi un terrain où l'enfant peut découvrir et avoir la joie de voir tout ce qui se fait, sans pouvoir y aller autant forcément qu'il voudrait. Et je reviens par rapport à la notion du bruit de l'enfant qui va dormir, effectivement, les conditions sociales. Donc moi, on était dans un appartement où on était beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que la bibliothèque, c'était le moment où je pouvais me concentrer sur mon travail. Et ma mère, en tout cas, savait que de telle heure à telle heure, j'étais à la bibliothèque pour pouvoir travailler. Oui, c'est effectivement un espace où on peut avoir du temps pour lire en silence, du temps où on peut se retrouver dans un autre espace-temps, c'est-à-dire que on se sort du quotidien et on peut avoir accès de l'espace, des livres partout, sans forcément les lire. On est dans un autre environnement où on peut feuilleter. C'est-à-dire que c'est plus gratuit que la vie du quotidien, mais les enfants les plus précaires de notre enquête ont très peu la disponibilité temporelle des parents pour les emmener à la bibliothèque, malgré tout. Même si c'est une envie qui est là, il y a quand même cette urgence du quotidien qui fait que... Sincèrement, je sais que les enfants, j'ai l'impression aussi, il ne faut pas non plus les assister parce qu'il faut leur donner un certain âge, je ne sais pas, quand j'ai pas longtemps, mais être intelligent, débrouillard à la bibliothèque de soi-même, c'est pas non plus les parents. Oui, mais à 5 ans, quand on vit à 1h30 du centre-ville et qu'on... Si on a une bibliothèque à proximité, moi j'ai fait le chemin de l'école à pied, c'était super loin. Très petite, j'allais à la primaire toute seule aussi. Mais là, les enfants, par exemple, quand on parle dans l'enquête, c'est des enfants, ne serait-ce que prendre les transports en commun, c'est quelque chose qui coûte. Non, mais c'est quelque chose qui est dangereux pour eux parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer un ticket de bus. Les transports coûtent, mais quand on regarde qu'ils sont habillés de haut en bas en marque, excuse-moi, tu as l'argent pour prendre les transports. Mais là c'est pas le cas. Là, je parle pas, je généralise pas, je parle vraiment des enfants qu'on a dans notre enquête. Déjà tous les matins ils se lèvent 1 heure plus tôt que leurs camarades pour pouvoir aller à l'école parce qu'ils sont à 1h30 de l'école où ils sont scolarisés. Donc faire en plus, c'est-à-dire qu'il faut voir aussi la fatigue des parents et la fatigue de ces enfants. Et la patience des parents. Oui, mais c'est surtout vivre à 3-4 dans un foyer collectif avec du bruit au-dessus, etc. Enfin, les parents, ils songent aussi à comment je vais faire manger mes enfants à midi, comment je vais laver leurs vêtements avant de les amener à la bibliothèque. Et c'est pas une démission là des parents, c'est vraiment lire que l'urgence c'est manger, quoi. L'urgence c'est vivre. Dans l'enquête, il y a des parents qui ne parlent pas français et du coup c'est leurs enfants qui leur expliquent. Donc prendre le métro, aller à la bibliothèque, ça suppose aussi de savoir lire le français. Ce qui n'est pas le cas de certains parents de notre enquête. C'est-à-dire qu'on est volontairement allé chercher des familles très très précaires pour donner à voir aussi ce que c'est qu'être enfant de 5 ans dans ces familles-là. Et justement, j'en profite pour dire quelque chose que je n'ai pas dit, qui me semble important, c'est que d'un point de vue méthodologique, faire de l'enquête auprès de ces familles-là, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que la sociologue qui a fait ces terrains-là, Claire Cluzot, elle a eu cette capacité à être là, devant l'école, à tenir malgré les lapins, la difficulté à mener l'enquête à bout. Même dans les classes supérieures, il y a des familles qui nous ont glissé entre les doigts. Donc on a réussi à mener l'enquête avec 35 familles au bout, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a fait que 35 familles. Ça veut dire qu'au bout du 3e entretien, finalement je ne vous répondrai plus, ou finalement l'enseignant ne veut pas vous recevoir. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait nous lâcher à tout moment dans l'enquête. C'est-à-dire que si on a fait 3-4 entretiens mais qu'on n'a pas la grand-mère, ou pas la nourrice, le cas ne pouvait pas être mis dans l'enquête. C'est-à-dire qu'il y a des cas comme ça qu'on a laissé tomber en cours d'enquête parce qu'on n'avait pas la totalité du terrain. L'idée, c'était qu'on avait une volonté de faire vraiment le même protocole. Et pour ces familles-là précaires,
il y avait vraiment une difficulté à mener les entretiens à bien. Notamment la petite fille Balkis qui vit dans sa voiture, et ben la sociologue, elle fait les entretiens alors que le père il roule et qu'il amène l'aîné au collège. Donc elle fait les entretiens dans la voiture où il y a la nourriture, où il y a les vêtements qui sèchent, et le père qui conduit, et puis le père qui regarde sa montre tout le temps parce que ben, il y a le parc-mètre et qui ne peut pas payer le parc-mètre, donc il y a aussi cette capacité-là. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'avoir ces familles-là, en avoir 4 dans ces conditions-là, c'était extraordinaire de volonté, de compréhension. On a vraiment eu beaucoup de mal aussi à se faire comprendre de ces personnes-là. Les grilles d'entretien, on a dû les aménager parce qu'on s'est rendu compte que quand on demandait aux parents des exemples, donnez-moi un exemple de ça, donner un exemple, ils ne savaient pas ce que c'était. C'est-à-dire que avoir le même protocole d'enquête et se donner cette exigence-là en fait en tant que chercheur, se dire toutes les familles, du patron de brasserie à la famille qui a des énarques jusqu'en bas, ce seront les mêmes questions, le même protocole de A à Z pour avoir une base de comparaison. Ça donne des difficultés d'accès au terrain et surtout de tenue du terrain sur le temps long. Donc là, on a eu la chance d'avoir ces familles-là, de pouvoir les avoir. Et il y a des familles, il y en avait 6 en fait au départ de l'enquête, et il y a des familles, elles sont reparties de France au milieu de l'enquête. Mais la sociologue qui a mené ces terrains-là de front, elle a réussi parce qu'elle a donné des coups de main, elle a fait des papiers, à tel point que dans une famille, la famille de Libertad, on lui a proposé d'être la marraine de la petite fille. Il y avait, il y avait des espèces de don contre don aussi, tu vas m'aider à comprendre des papiers, tu vas m'aider à remplir des papiers, tu vas donner des meubles. C'est-à-dire que faire l'enquête dans ces milieux-là, on parlait d'engagement, de rapport aux inégalités, et faire le terrain aussi sur ces terrains-là, c'est aussi donner de sa personne. Donc c'est être tout le temps là, avoir des lapins, donc y retourner, et puis donner un meuble dont on ne se sert plus, donner le coup de main, et puis au premier entretien, la mère arrive avec 5 autres personnes, un couple de Roms avec des enfants en bas âge, etc. On dit, elle va pouvoir faire l'entretien ou enregistrer avec tout le monde. Qu'est-ce que je fais ? En tant que sociologue, je reste et je discute, et ça donne aussi accès au terrain. Donc il y a aussi ça, d'un point de vue méthodologique, ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est la capacité à avoir accès à ce type d'enfants et de personnes, c'est aussi parfois difficile, c'est délicat à tenir sur le long terme, sur une année scolaire. Parce que l'année scolaire, le rapport au temps qu'on a nous tous, issus de classe moyenne, on va dire au sens très large, c'est un rapport au temps qui n'est pas la norme pour tout le monde. Et dans ces familles-là, on se rend compte que le rapport au temps, c'est pas le rapport au temps qu'on peut dire partagé, c'est-à-dire que se lever le matin, faire du chemin pour aller à l'école et puis envisager le surlendemain, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. On ne sait pas dans quel lieu on habitera le lendemain ou le mois d'après, quoi. Donc il y a aussi ça, il faut voir ce que ça donne à voir cette enquête-là, c'est aussi ça. Ça donne des conditions d'enquête difficiles, des conditions de terrain difficiles, mais ça donne surtout accès à ce que sont les conditions de vie très matérielles. J'insiste sur le côté matériel parce que je trouve que c'est très très important d'ancrer les choses dans la réalité du quotidien, le concret du quotidien, je peux pas me laver, je peux pas ranger des vêtements, je peux pas les faire sécher, donc ça sent mauvais dans ma voiture. Ce quotidien-là qui fait aussi la réalité de certains enfants, quand d'autres effectivement ont 3 chambres, du personnel domestique. Il y a des enfants qui à 5 ans, quand ils vont dans la résidence de leurs grands-parents qui n'est pas en France, le personnel domestique se met à leur service. Et la mère dit, vous vous mettrez au service de mon enfant et vous lui parlerez en anglais. Donc il y a des enfants qui font l'apprentissage de la domesticité à leur service à 5 ans, quand d'autres font l'apprentissage de « je cherche des produits à 0 € dans le supermarché ». Voilà, être enfant à 5 ans, en fait, ça ne veut rien dire. L'enfance n'est qu'un mot. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des conditions plurielles d'existence, il y a plein de petites expériences concrètes qui se cumulent, qui font des enfances au pluriel. Comment s'est fait le premier contact ? Alors, de façon très diverse. Pour les enfants les plus précaires, on est allé chercher des écoles dont on savait que c'était des écoles militantes. C'est-à-dire des écoles qui étaient Réseau Sans Frontières, qui mettaient des banderoles, et on est passé par la directrice en leur disant « Est-ce qu'on pourrait, vous pensez avoir accès à ces familles ?» Voilà.
la première manière d'avoir accès aux enfants, normalement, aux familles, c'est le réseau interpersonnel des chercheurs. On a accès aux classes moyennes assez facilement. Pourquoi on passe par le réseau interpersonnel? Parce qu'on en demande beaucoup aux familles et qu'on veut éviter qu'ils nous lâchent. 3 entretiens, plus la nourrice, plus prendre des photos du carnet de santé, l'album de famille, visiter la maison, prendre des photos de la chambre de l'enfant, aller ouvrir les placards, regarder les livres. Enfin, on est là, quoi. C'est-à-dire que le sociologue, on l'oublie pas, et puis il vous rappelle à l'ordre, il vous rappelle. Donc on fait d'abord appel au réseau d'interconnaissance, et puis après on fait appel au réseau du réseau. C'est-à-dire qu'à l'issue d'entretien, on peut demander s'ils connaissent des personnes qui. Ça, c'est la première étape. Mais une fois qu'on a eu les professions ou les personnes de l'espace social les plus faciles à avoir pour nous, des profs, etc., il a fallu combler les trous de l'espace social. Parce que l'idée, c'était vraiment avoir des enfants partout dans l'espace social. Donc pour certains cas, on a dû aller voir les écoles de certains quartiers en particulier en disant au directeur, ben voilà, il nous manque ça. Et très précisément, est-ce que vous avez un enfant d'artisan coiffeur? Est-ce que vous avez un enfant de boucher? Parce qu'il nous manquait des professions, des places à combler dans l'espace social. Et pour les classes supérieures, vous en avez trouvé par vous-même? Pareil, vous avez... Alors dans les classes moyennes, dans les classes sup à capital culturel, on rayonne autour de nous. Après, il y a aussi certains sociologues de l'enquête qui avaient déjà fait des terrains dans les classes sup. Par exemple, Joël Lélier, qui a travaillé sur l'Opéra de Paris, avait déjà l'accès aux familles qui ont leurs enfants à l'Opéra de Paris. Et du coup, par interconnaissance élargie, peuvent avoir accès aux familles de l'élite, quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Géographiquement, c'était sur tout le territoire? C'était sur tout le territoire, rural, urbain, Paris, Marseille, Lille, Nantes, voilà. Vraiment, l'idée de rayonner partout, pour vraiment... Parce que la tension géographique, elle peut aussi donner accès à des conditions de vie différentes. Avoir un 50 mètres carrés à Paris, c'est pas avoir un 50 mètres carrés dans l'espace agricole ou dans une petite commune. Donc il fallait vraiment pouvoir comparer des enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'habiter un 300 mètres carrés là où il n'y a pas de tension locative, ou alors habiter un 160 mètres carrés à Paris 16e, quoi. Donc il fallait pouvoir un peu rayonner partout, et c'était vraiment un enjeu de se déplacer. Et puis on était 17, on avait une force de frappe qui nous permettait de nous déplacer dans l'espace pour avoir accès à ces personnes-là un peu partout. C'est quoi la finalité du livre? Est-ce que la vocation est de consulter et derrière peut-être mener des actions par, je ne sais pas, des décideurs, ou est-ce que c'est purement informatif? Est-ce que derrière il y a un financement ou au départ? L'enquête, elle a été financée. On a réussi à faire cette enquête parce qu'on a été financé par l'Agence nationale de la recherche, c'est-à-dire qu'on a déposé un projet en 2, 3, 4 étapes pour obtenir un financement assez conséquent, très conséquent de l'Agence nationale de la recherche, pour donner à voir les inégalités. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif c'était de donner à voir les inégalités, montrer dans le détail concret ces inégalités. Après, le deuxième pas, c'est-à-dire que si quelqu'un veut prendre en charge ça et dire « regardez, et donc je vais faire telle loi », ça c'est pas à nous de le faire. Nous c'était vraiment objectiver, rendre concret, dans le détail, plus que des enquêtes statistiques qui se contentent, entre guillemets, se contentent de dire 7 enfants sur 10 ont accès à un livre avant 1 an, à l'âge de 1 an ou plus, un enfant maîtrise tant de mots de vocabulaire lorsqu'il est de telle catégorie sociale. Là c'était jouer sur le détail, la multiplication des informations sur des familles pour rendre concret ce que c'est qu'être enfant de classe sup, de classe moyenne, etc. On donne, et après, aux personnes de se dire, on peut en faire quelque chose ou pas. On peut approfondir aussi des points. Mais c'était déjà c'était déjà beaucoup de travail. Il y a 175 entretiens en tout, il y a 3600 heures d'enregistrement, il y a des heures et des heures de retranscription, il y a 12 réunions. Tout ce qui n'est pas dedans est gardé, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent aller voir la formation en dehors du livre, c'est possible. Alors elle n'est pas forcément en libre accès, mais effectivement, là il y a 18 cas dans le bouquin, il y a les 17 autres qui sont dans nos ordinateurs respectifs, il y a tout ce qu'on n'a pas encore publié, écrit, c'est de la manne d'informations qui reste encore à traiter, à analyser. Et 1 an après, il n'y a pas de... Est-ce que vous avez entendu justement ce que
amener des gens à avoir des réflexions et peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça sert de support à des institutions d'État? Alors, il y a eu d'autres urgences depuis sanitaires, C'est vrai. mais on a beaucoup été invités, et je vous remercie encore de le faire aujourd'hui, on a été invités dans les médias, etc., pour en parler. Je pense que la première étape, c'est d'en discuter, en fait, de faire partager ça et d'en parler, de se poser des questions. Il n'y a pas eu de grande loi encore en disant... Mais en même temps, on peut se dire que d'une certaine manière, le congé paternité qui vient de passer à 28 jours, alors c'est pas l'ANR dirigée par Bernard Lahire, c'est d'autres chercheurs qui ont dit les 1000 premiers jours c'est très important, mais on peut dire que d'une certaine manière, on a aussi contribué à dire que les conditions de socialisation, les premiers jours de la vie d'un enfant en famille, c'est extrêmement important parce qu'il se passe des choses, et d'une certaine manière, la première étape, ça peut être celle-ci. Et vous continuez à travailler sur ces questions-là? Vous avez d'autres publications prévues ou vous en faites quoi maintenant de tout ce travail effectué? Alors collectivement, pour l'instant, il n'y a rien de mis en route, c'est-à-dire que nous, on a de quoi faire un tome 2, mais il faudrait que les éditeurs le veuillent aussi. C'est pas toujours évident. On est tous repartis plus ou moins sur nos terrains individuels, mais aussi individuellement, chacun des chercheurs peut se mettre à explorer le contenu collectif à partir de ses propres focales de recherche. Donc il y en a qui vont dire, maintenant je vais approfondir le thème de l'argent, la socialisation à l'argent, comment on apprend l'argent à 5 ans. Et il y a un formidable terrain qu'on a à peine exploité dans l'ouvrage. Donc chacun peut réexaminer le terrain à partir d'autres focales aussi. Il n'y a pas d'enfant dans l'enquête, il y a un enfant en école Montessori dans l'enquête, parce qu'on a fait le choix de la visée comparative en se disant on prend des enfants qui ont la situation scolaire la plus normale avec des guillemets pour comparer, mais du coup on peut se servir de ça pour aller regarder l'école Montessori, pour aller regarder ceux qui font l'école à la maison et pour comparer à ces enfants-là. Et je crois que vous vous intéressez entre autres à l'éducation Montessori et du coup individuellement vous axez plutôt sur quel sujet justement, sur quel prisme? Alors moi effectivement je m'intéresse en ce moment à ces enfants à ces parents qui vont vers l'éducation Montessori. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ils vont chercher dans Montessori quelque chose qu'ils considèrent ne pas trouver dans l'école publique. Montessori, c'est une école privée? Alors Montessori, c'est des types de pédagogie qui mettent l'accent sur les sciences, un accès autonome et des apprentissages de l'enfant qui vont valoriser l'autonomie, beaucoup plus que dans les programmes officiels, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les parents qui vont faire ce type de choix, qu'est-ce qu'ils y trouvent et quels usages ils en font. Et aussi, côté enseignant, pour l'instant, j'ai plus avancé le côté enseignant, c'est comment on enseigne Montessori, mais surtout quels sont J'ai des personnes en reconversion, c'est-à-dire des personnes qui étaient enseignantes ou qui n'étaient pas enseignantes et qui vont devenir enseignants Montessori, m'intéresser aux raisons qui vont chercher ce type de pédagogie plutôt qu'une autre. Donc je creuse à partir de ces terrains-là, donc toujours sociologie de l'enfance, de l'école, de façon un peu de biais, mais toujours attachée à ces questions-là. On va conclure là-dessus. Si ce sujet vous a intéressé, le samedi 10 octobre, on va avoir une autre conférence sur les enfants et la lecture et qu'est-ce que ça apporte de faire la lecture aux enfants. Et voilà, donc ce sera une conférence qui va être menée ici aussi, donc qui s'adressera plutôt aux parents a priori. Et ce sera le samedi 21 novembre qui aura le 2e numéro de Penser la société, où cette fois-ci on va rencontrer Jules Salé, qui a écrit un livre qui s'appelle L'exploitation à la cool et qui raconte son expérience de livreur à vélo. Donc ce sera sur le thème du travail et de l'ubérisation du travail. Livreur à vélo pour Deliveroo, enfin les nourritures livrées à vélo en ville. Donc voilà. Le 21? Le samedi 21 novembre. C'est le même horaire aujourd'hui? Ce sera à 15h aussi l'après-midi dans la même salle. Voilà, et je vous remercie à tous pour votre temps et surtout merci beaucoup Frédéric Giraud d'être venu depuis Lyon pour passer ce moment avec nous. Merci à vous. Merci. Merci à vous.